À la une, Maître Moussa Diop, le directeur général de Dakar Demdik, dans le viseur du syndicat unique des travailleurs de la boîte. Il est accusé de népotisme et d'une violation du droit syndical. Eh bien, c'est parce que Maître Moussa Diop aurait sorti une note pour désigner un secrétaire général à la place des travailleurs. Du jamais vu, selon les syndicalistes. Réponse de l'accusé, je ne céderai pas au chantage, vous l'entendrez. C'est un problème, l'exécution de certains projets au niveau des communes. Les maires qui se plaignent indexent l'AGETIP qui a du mal à achever ses projets. Les maires qui également interpellent les autorités sur les programmes du PACASEN veulent être impliqués dans la passation des marchés. L'eau des égouts un peu partout dans les rues de la Médina et dans d'autres quartiers de Dakar d'ailleurs. Les populations se disent exposées, elles respirent une odeur nauséabonde au quotidien. En sport, football, Coupe du Monde U17, le Sénégal s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Les poulains de Malik Daf pour leur deuxième sortie ont battu la Hollande sur le score de 3-1. Jo Maron fait le tour du web, Yonutol Mamadou Amar Ndion, bonne santé animale à Blaye Cissé, à suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye, et puis RFM Soir l'invité, Maître Moussa Diop, le directeur général de Dakar Demdik, entretien avec Pape Besdiba. Amadindia est à la technique, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. La colère du syndicat unique des travailleurs de Dakar Demdik contre leur directeur général. Les syndicalistes accusent Maître Moussa Diop de népotisme, de violation du droit syndical, du non-respect des promesses allant dans le sens de la réparation des bus en panne. Le chargé des revendications du syndicat unique des travailleurs de Dakar Demdik, Alassane Niang, au téléphone avec Jo Maron. Le seul reproche à faire au directeur général de Dakar Demdik. Il avait convié à une réunion les secrétaires généraux suivants, à l'occurrence Mamadou Goudiaby de l'UDT, Djibi Gueye Ndiaye des UDT à l'époque, et Omar Gueye, qui dirigeait le site 3D, pour leur parler de la situation actuelle de l'entreprise. Il avait demandé qu'il va brader une partie du foncier, à savoir 8000 m², et qu'après avoir bradé ce foncier, il va essayer de construire une nouvelle direction générale au nouveau siège, et que jusqu'à présent, il n'a pas posé de briques. Même en ce qui concerne les bus qui sont tombés en panne, si vous vous souvenez, les bus bleus d'Abdoulaye Wade, les Sonlong, leur durée de vie n'a même pas fait 2 ans. Et que depuis lors, ces bus sont toujours au niveau du parc. Faites le tour des dépôts. Nos dépôts ressemblent à un dépotoir d'épave de véhicules, ce qui est anormal. Donc, compte tenu de ça, il n'a pas honoré son engagement par rapport à ce qu'il avait dit. Nous sommes sortis pour dénoncer ce qu'il est en train de faire. Et là, il s'est très remonté contre le syndicat, en l'occurrence la personne morale Omar Gueye. Il est allé prendre un militant pour sortir une note et dire que désormais il est l'interlocuteur légal et légitime du syndicat. Pourquoi ? Parce que nous sommes montés au chrono pour fustiger sa gestion en lui portant plainte au niveau de l'inspection du travail. Si les juristes, ils devaient pouvoir être en mesure de ne pas s'immiscer dans les affaires syndicales. Parce que nous, en tant que travailleurs, ce sont les travailleurs qui élisent un secrétaire général, mais pas un directeur général. Cette note-là est synonyme d'insulte à l'égard des travailleurs. Cette note-là n'est ni valide, n'est ni juridique. Personne ne me fera changer ma façon de gérer, réagit ainsi le directeur général de Dakar Demdik. Maître Moussa Diop affirme avoir édicté comme règle rigueur et responsabilité en temps et tout travailleur qui la viole. Cette règle l'aura en face de lui. Nous l'écoutons avec Pape Besdiba. Je vais vous dire une chose très claire. Moi, je ne suis pas là pour croiser le fer avec mes salariés. Je suis là pour la rigueur. Je pense que les Sénégalais savent très bien, s'ils n'ont pas vu Moussa Diop, ils savent qui il est. Personne ne me fera changer de cap sur mon management. Je discute avec tout le monde. Tout le monde le sait. Ma porte est ouverte. Je finis mon boulot à 23h tous les jours. Je reçois jusqu'à 23h. Tout le monde est là. Avec ou sans rendez-vous, je les reçois. Syndiqué ou pas syndiqué. C'est pourquoi la maison, elle est calme. 6e année de gestion, 0 grève. Si j'étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi dans la boîte, mais les gens sont libres. Maintenant, quand un syndicaliste se lève, qui existe depuis 2008, je dis bien, et qui vient depuis lors, 2008 jusqu'à maintenant, qui n'a jamais eu un seul délégué, sur 3100 salariés aujourd'hui que nous sommes, il n'a même pas 167 adhérents. Vous vous rendez compte? Alors que Mamadou Goudiaby, remplacé par M. Konaté aujourd'hui, sur les 3000 salariés, presque les 2000, il les a. Quand ces gens-là parlent, je les écoute. Mais quand quelqu'un qui n'a que 167 salariés, et même si c'est les 167, il se le dispute avec quelqu'un d'autre, qui a fini par lui prendre la place avec un acte d'huissier qui est venu constater. Maintenant, ils font quoi? Aujourd'hui, ils sont en train de d'écumer, d'aller voir des dignitaires de l'APR pour leur dire, Moussa Diop postule pour la présidence, Moussa Diop est contre le
mandat du président de la République. Et tout m'est revenu, j'ai les audios. Et ce sont les mêmes là, les deux. Vous ne verrez pas une troisième personne avec eux. Et qui disent les syndicalistes. Dites-leur qu'est-ce qu'ils valent. Aujourd'hui, je continue donc à gérer cette société dans l'intérêt des Sénégalais. Et aucun syndicaliste ne va se mettre devant moi pour entraver mon travail. Mais tout sera fait dans la loi et le respect de la loi et dans la rigueur. Maître Moussa Diop, un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Pape Besdiba, entretien que vous pourrez suivre avant la fin de ce journal. Je rappelle qu'il est l'invité de RFM Soir. L'AGETIP dans le viseur de plusieurs maires, ils estiment que les chantiers sont non seulement mal réalisés et pire, inachevés pour la plupart. Ces maires déplorent également la démarche des autorités concernant les programmes du PACASEN. Ils veulent être impliqués dans la passation des marchés doléances formulés lors d'un atelier sur la gestion du projet et la maîtrise d'ouvrage, une rencontre pilotée par le Forum civil. Abdourahmane Diallo. Des maires de différentes communes qui bénéficient des projets du PACASEN dénoncent la démarche des autorités. Ils veulent être impliqués dans l'octroi des marchés. Massamba Diagne, premier adjoint au maire de la commune de Tivaouane. Ce que nous demandons encore une fois, et que nous allons faire un plaidoyer au niveau donc de l'association des maires, que ces fonds soient en tout cas directement donnés aux collectivités locales pour une meilleure gestion et qu'on apprenne nous-mêmes à gérer nos fonds. Ces maires qui ont assisté à l'atelier du Forum civil sur le programme de généralisation de la certification citoyenne se désolent aussi du fait que plusieurs projets pilotés ou gérés par l'AGETIP ne sont soit pas achevés ou ils sont de mauvaise qualité. Daouda Diop, coordonnateur du programme généralisation de la certification citoyenne dans les communes du Sénégal. Il y a beaucoup de ces infrastructures et équipements que l'AGETIP devrait réaliser. Souvent, la réalisation n'est pas bien faite. Bon, ils ne sont même pas informés qu'il y a réception. Les ouvrages ne sont pas parfois réceptionnés et les gens occupent ces ouvrages-là à leurs risques et périls. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème que cela amène souvent, quand il y a dommage, toujours le premier à être interpellé, c'est le maire. Alors parce que l'infrastructure est dans son périmètre communal. Dans ce programme général de la certification citoyenne, 50 communes adhèrent à cette formation du Forum civil. D'ailleurs, un audit blanc est prévu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre pour noter les meilleurs gestionnaires. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Mairie de Ndofane, le conseil municipal veut mettre un terme à l'absentéisme de certains conseillers. La décision a été annoncée lors d'une réunion du conseil municipal, réunion en vue de l'adoption du projet portant construction de logements sociaux dans la commune. Les conseillers ont par la même occasion procédé au vote du compte administratif, mais face à l'absentéisme de certains élus, le conseil municipal a donc décidé d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ibrahim Diamé, il n'est pas écarté, en tout cas, une suspension des absentéistes. Les 3 points saillants soumis au conseil municipal de Ndofane et votés par la grande majorité des conseillers. D'abord, le compte administratif qui va permettre à la mairie de mobiliser des centaines de millions de francs CFA. Samba Ndiaye, maire de Ndofane. Nous avons choisi aujourd'hui, le 30 octobre, de faire le vote du compte administratif qui va nous permettre de disposer d'un financement de 309 millions que nous allons injecter dans le développement de notre commune à travers l'aménagement du marché central, à travers la construction d'un mur de clôture pour l'école 6, à travers l'aménagement intérieur du stade municipal pour lequel nous avons déjà le financement de la tribune et pour bien d'autres projets comme l'extension du réseau électrique, comme l'extension du réseau d'eau. Au cours de cette réunion du conseil municipal, la question de l'absentéisme des conseillers a été soulignée et le conseil municipal de Ndofane s'est dit prêt à en finir avec ces conseillers qui ne prennent jamais part aux sessions. C'est un problème général. Je dois dire que nous en avons ici des conseillers qui depuis 2014 n'ont pas assisté au conseil municipal. D'autres n'ont pas assisté au conseil depuis 2017, ça fait 2 ans. Comme vous l'avez suivi, les conseillers ont demandé que ce texte soit appliqué et il sera véritablement appliqué dans les prochains jours pour que ceux-là qui veulent travailler pour leur commune, donc pour que ceux-là soient remplacés par d'autres. Après le vote du compte administratif, les conseillers se sont penchés sur 2 autres points tels que le projet de construction de logements sociaux en Ndofane soutenu par des partenaires et le baptême du jardin public de Ndofane qui porte désormais le nom de Feu Seynabou Niang, une célèbre cantatrice de Goyane originaire de Ndofane. Ibrahim Diamé, Ndofane, Radio Futurs Médias. Dakar ville propre, c'est le chantier de la mairie de la ville de Dakar. Suite aux nombreuses perturbations connues ces 2 dernières années, la dite mairie reprend son élan avec la nouvelle patente et décide donc de redonner à la ville son statut de capitale. Mais pour bien mener cette mission, la mairie de Dakar a mis en garde, il ne sera plus permis l'occupation anarchique des artères de la ville de Dakar. C'était à l'occasion de la délibération de la session ordinaire ouverte depuis le 28 octobre 2019. Compte rendu au Moudjé Gagnan.
Redonner à Dakar son visage de jadis, le combat de la mairie de la ville de Dakar, Soham Wardini. Dakar ville propre a connu un tel engouement, nous pensons que nous ferons des résultats. C'est toujours difficile au début, mais je pense que la ville de Dakar continue à déployer son programme ville propre. Dakar est aujourd'hui cité parmi les villes les plus sales et les plus polluées de l'Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Dakar est la capitale du Sénégal, mais aussi c'était la capitale de l'AOF. Nous ne pouvons pas laisser Dakar sombrer comme ça. Je l'avais dit quand j'ai été élu. Je ne veux plus entendre parler de Dakar. Citer Dakar parmi les villes. Dakar, c'est un label, c'est une ville capitale. Nous devons être conscients de cela et vraiment nous battre pour qu'elle soit une vraie capitale. Pour une réussite du projet Dakar Ville Propre, des mesures catégoriques ont été annoncées. À partir de ce moment, tout espace désencombré ne sera plus occupé. S'il le faut, il faudra prendre des sanctions. On ne peut pas toujours, comme la roue de Sisyphe, revenir en arrière. Ça, c'est fini. Et je pense que toutes les autorités ont décidé que cette fois-ci, ce sera la bonne fois et nous allons vraiment travailler à ce que Dakar soit une ville très propre. Malgré les perturbations rencontrées ces 2 dernières années, la mairie de la ville de Dakar réitère son engagement à travers le projet phare Dakar Ville Propre. De l'argent, 39 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe retenue par l'OMVS pour le financement des activités du projet de gestion des ressources en eau et de développement des usages multiples du bassin du fleuve Sénégal à l'horizon 2020. Parmi les domaines concernés, les aménagements hydro-agricoles, les infrastructures, la santé, l'environnement et même la pêche. Il est également annoncé la réhabilitation de 3600 hectares de périmètre agricole à Ross Béthio. Mohamed Nabi Silla, vous avez assisté à la 6e réunion du comité régional de pilotage du PGIR 2, réunion qui s'est tenue au siège de l'OMVS. L'OMVS attache un prix à la réussite des programmes hydro-agricoles et la 6e réunion du comité de pilotage du PGIR 2, programme de gestion intégrée des ressources en eau, l'atteste avec les importantes ressources financières prévues. 39 milliards, comme cela a été dit, c'est l'enveloppe qui va être effectivement dédiée à la réalisation sur le terrain des travaux projetés pour cette année. Et le volet hydro-agricole est le volet le plus important en volume de travail, mais aussi en volume financier. Et malheureusement, c'est le volet qui est aussi, on va dire, le plus lourd du point de vue du processus de passation des marchés et au niveau des agences d'exécution. Ahmed Semega Diamé, le haut-commissaire de l'OMVS, de s'expliquer également sur le retard dans la réhabilitation des périmètres agricoles de Grandic Telel dans la zone de Ross Béthio. Il vaut mieux, je pense, accuser un retard que de commettre, on va dire, des dégâts dont les répercussions sur l'environnement et sur la société peuvent être dommageables. C'est pourquoi il a été mis en place un dispositif, je pense, efficace, avec la SAED. Lorsque le consultant aura rendu son rapport, qu'on se rende compte que les contraintes environnementales lourdes vont être levées et que ce projet va connaître un démarrage, je l'espère, fulgurant. En tout cas, je pense que ce projet sera réalisé. 2020 est une année charnière dans le PGIR 2 qui compte sur la diligence des autorités et le travail qualitatif des entreprises pour réaliser les programmes agricoles, de pêche, de santé, pour réaliser ces programmes dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la santé et de l'environnement. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, l'eau des égouts qui coule un peu partout dans les rues de la Médina. Pas du goût des populations qui se disent exposées. Elles demandent l'aide des autorités pour régler définitivement ce problème qui n'a que trop duré. Oumar Mbow s'est promené dans les rues de la Médina. Voici son reportage. Dans les rues de la Médina, s'il y a une chose qui hante les populations et leur dicte sa loi, c'est bien l'eau des égouts. Cette eau que les riverains qualifient de nauséabonde limite leurs activités et fait déjà des victimes, selon ce père de famille, Abdourahmane Ndiaye, trouvé devant chez lui. L'eau qui coule, c'est nauséabonde, ça gêne notre quiétude. On n'arrive pas à s'asseoir ici pour prendre du thé. Il y a des enfants qui sont asthmatiques ici. Il y a même de grandes personnes qui sont asthmatiques qui n'arrivent pas à respirer à cause de cette eau. Ma petite sœur, c'est elle qui habite la fenêtre là. Elle a eu des problèmes de gorge à cause de cette eau nauséabonde. Au-delà des maladies, ils sont obligés de mettre la main dans la poche. On est obligé tout le temps de fermer les fenêtres, de rester à l'intérieur. On est obligé de mettre en marche les ventilateurs. Vous voyez ce que ça fait avec le courant et tout ça là. Ça se répercute sur notre quotidien, sur notre gagne-pain. À quelques mètres de là, ce menuisier s'affaire à peindre une porte.
El Haj semble comprendre les raisons. C'est une route secondaire par rapport à la corniche. Cette eau coulée sur la corniche, on l'a réparé jusqu'à présent. L'eau des égouts qui coule dans les rues de la Médina depuis des mois pousse quelques riverains à la frustration. Les populations de la Médina donc qui disent exposées, c'est un problème de santé publique qui se pose avec cette situation. Eh bien, nous avons essayé d'avoir l'avis de la mairie de la Médina, mais sans succès. Journée de santé consacrée au dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire. Le professeur Serigne Abdouba et le docteur Djibisso, diabétologue, tirent la sonnette d'alarme sur la nécessité d'instaurer la médecine d'entreprise. Eh bien, c'est parce qu'ils disent avoir constaté que les maladies cardiovasculaires sont en train de faire des ravages dans les entreprises sénégalaises. Le panel a été organisé par l'agence de promotion des sites industriels APROSI de Diamniadio. Correspondance Abdou Diouf Diagne. Au Sénégal, 28,9% des personnes adultes sont hypertendues. Voilà pourquoi les entreprises doivent mettre sur place ce qu'on appelle la médecine d'entreprise. L'invite est du professeur Serigne Abdouba, cardiologue. Il faut prendre l'hypertension artérielle en charge assez précocement et surtout en milieu de travail. Parce que l'hypertension artérielle, quand quelqu'un fait de l'insuffisance cardiaque, il n'est plus apte au travail. Quand il fait un AVC, il n'est plus apte au travail. Quand il fait une crise cardiaque aussi, et il n'est plus apte au travail. Et même s'il avait de hautes responsabilités, on a tendance à le mettre sur la touche. Donc c'est un manque à gagner énorme pour l'entreprise. Donc c'est très important de faire la médecine d'entreprise. Le diabète aussi fait des ravages dans les entreprises sénégalaises. Dr Djibisso prône l'élargissement de la prévention jusque dans les écoles primaires. La prévention, c'est extrêmement important. Et cette prévention doit aller même au niveau même relais communautaire, voire même l'enseignement élémentaire pour essayer aujourd'hui, en même temps qu'on enseignait les maladies transmissibles comme le paludisme, comme la tuberculose, essayer aujourd'hui d'aller dans ces écoles et essayer même à bas âge enseigner ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Ces révélations ont été faites lors des journées de santé consacrées au dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire en milieu de travail. Des journées organisées par l'agence de promotion des sites industriels APROSI. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, réduire la mortalité maternelle et lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Pikine affiche de bons résultats grâce au projet Show Sénégal. L'exemple au CM Mamieli Bayan qui est passé de 9 cas de grossesse en 2016 à 0 cas en 2019. Ce résultat est le fruit du passage des acteurs du projet Show Sénégal. L'annonce a été faite par Claire Dion, chargée du projet au district sanitaire de Pikine. Nous sommes partis d'un contexte de fort taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, mais aussi un fort taux de mortalité infantile au niveau de certaines zones surtout. Mais aujourd'hui, par exemple, à Pikine, nous pouvons nous réjouir des résultats que nous avons eu à engager. Nous pouvons noter en fait une progression du taux d'accouchement assisté. Parce que quand on arrivait, on avait un taux d'accouchement à 24%, mais aujourd'hui, le taux s'élève à 26,7%. Par rapport aussi au taux de couverture en CPN, c'est-à-dire que les femmes aient fréquenté les structures de sanitaire pour les consultations prénatales, nous étions à 74,6% et aujourd'hui vraiment nous sommes à 78,7%. Et par rapport au taux de couverture aussi en CPN, c'est-à-dire les visites que les femmes font après l'accouchement, nous étions partis avec un taux de 69,5%. Aujourd'hui nous sommes à 74,6%. Nous travaillons beaucoup avec la conscientisation des élèves au niveau des 4 clubs EVF que nous avons enrôlés, notamment le lycée Mamieli Badiane au niveau de Pikine, le CEM Apix, le CEM de Guinaw Rail Sud et le CEM Fadilou Diop. Et grâce à ces activités de sensibilisation, nous n'avons noté aucune grossesse précoce au sein de ces 4 écoles. Et par exemple à Mamieli Badiane qui avait enregistré 9 grossesses précoces avant 2016, aujourd'hui Mamieli se retrouve avec 0 grossesse précoce. C'était le concept 5910 pour dire 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, 1 enfant, 0 avenir. Et ce concept a permis vraiment de mieux conscientiser les élèves et d'éviter les grossesses en milieu scolaire. Et puis la réorganisation des cycles primaires et moyens de l'enseignement arabo-islamique qui est devenue une demande sociale. C'est du moins l'avis de Babacar Dieng, enseignant et écrivain. Il invite d'ailleurs l'État du Sénégal à vite se pencher sur le sujet. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Diop. Il y a d'autres problèmes qui n'est pas encore réglé. C'est le problème de le cycle moyen et le cycle secondaire. Comme vous le savez, l'État, quand il s'engage de réorganiser le secteur de l'enseignement arabo-islamique, il a organisé le secteur secondaire. Bon, à l'époque, il y a des questions sociales, il y a des questions politiques qui ont amené l'État de régler ce niveau. Mais au niveau de l'élémentaire et au niveau du secondaire, niveau du moyen, il n'était pas encore réglé. Donc,
les écoles continuent d'organiser des diplômes d'école au niveau de l'élémentaire et au niveau des moyens, ça c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir un baccalauréat sans avoir un CFE et un BFEM. Et normalement, parce qu'on ne doit pas imaginer ça. Mais à l'époque, il y a des manifestations parce qu'en 2013, l'État a interdit les arabisants qui ont le baccalauréat des écoles, les baccalauréats d'école, de participer aux examens des volontaires. Ça, il a créé des manifestations partout. C'est par rapport à ce problème-là, on pense que l'État a engagé de régler ce problème-là pour permettre aux arabisants de participer aux examens au niveau des concours de volontaires et aussi de continuer leurs études au niveau de l'université. Mais il y a un autre cas qui toujours reste, c'est le problème de cycle moyen et l'élémentaire. C'était donc Babacar Dieng, enseignant et écrivain. Il s'exprimait cet après-midi lors de la cérémonie de dédicace de deux ouvrages. Il est 22h20. Bonsoir Youssouf Boyan. Bonsoir Barthélémy et bonsoir à tous. Vous revenez de Thiès, mais avant le match de Thiès, nous évoquons d'abord la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale. Nous on démarre avec les bonnes nouvelles. Les Lionceaux qui ont remporté leur deuxième match face aux Pays-Bas, 3-1. Mené au score de la 10e minute, le Sénégal donc qui égalise à la 46e par Pape Matar Sarr qui corse l'addition à la 87e minute de jeu sur le penalty. C'est son troisième but dans cette compétition, un penalty suivi de l'expulsion d'un joueur des Pays-Bas. Aliou Badara Baldé a inscrit le troisième but du Sénégal dans les arrêts de jeu. C'est également son deuxième but dans cette compétition. 3-1 pour le Sénégal, qualifié en huitième de finale. Encore coaching gagnant pour Malik Daf que je vous propose de suivre le micro de nos confrères de la télévision nationale. Je pense qu'on a un groupe interchangeable. Bon, j'ai un peu réfléchi par rapport aux philosophies des Pays-Bas. C'est une équipe qui aime le jeu, qui adopte le jeu comme les Espagnols, comme les Brésiliens. C'est une équipe qui joue bien sur l'attaque placée face à sur les côtés avec un nombre incalculable de joueurs en attaque. Bon, on a bien défendu, malgré le but qu'on a encaissé, on a bien défendu, on les a empêchés de créer des occasions depuis. Nous, on a eu quelques situations dangereuses, on a égalisé avant la pause. On est revenu au score avec un changement comme Baldé qui avait la profondeur, on savait qu'il allait attaquer parce qu'il avait perdu déjà le premier match. Donc il y aura de l'espace pour être libéré. Avec Baldé, on a cherché à jouer avec la profondeur et ça a marché coup sur coup, je pense. Je remercie le bon Dieu. Comme on dit, je ne suis pas un prophète, je ne suis rien. C'est une chance. Maridaf qui veut rester humble après donc cette deuxième victoire du Sénégal dans cette Coupe du Monde. En tout cas, il faut petit chapeau U17, marquer 7 buts en 2 rencontres dans une Coupe du Monde, c'est pas évident. C'est pas évident. D'habitude dans les Coupes du Monde de jeunes, on marque beaucoup de buts, mais le Sénégal quand même, sa capacité de réaction dans les deux matchs qui ont été menés, et à chaque fois ils reviennent et passent devant. Le troisième match donc du Sénégal sera samedi à 23h GMT face au Japon. Les Nippons qui affrontent à 23h donc tout à l'heure, dans moins d'une heure, l'équipe des États-Unis qui avait perdu d'entrée. Notez la deuxième victoire de la France sur la Corée du Sud, 3-1. Les Bleus qualifiés également en huitième de finale de la Coupe du Monde. Le football toujours, nous parlons de la Coupe CAF, mauvaise opération de Génération Foot. Effectivement, le champion du Sénégal battu tout à l'heure en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine, 1-0 par Esaé FC, un club béninois. Génération Foot qui a dominé tout le match, s'est procuré pratiquement toutes les occasions mais n'a pas réussi à marquer. Contre le cours du jeu, les Béninois ont marqué à la 74e minute de jeu. Je vous propose de suivre le capitaine de l'équipe de Génération Foot. Il s'appelle Djibril Tchalaou Diop. Il est au micro de Sonetiam. Beaucoup de regrets parce qu'à chaque match on a beaucoup d'occasions mais on n'arrive pas à les marquer. Et je pense qu'on manque juste un peu de réalisme et de concentration. Maintenant voilà, on a perdu le match mais c'est pas encore fini, ça reste le match de retour. Maintenant nous allons essayer de reposer et d'aller chercher la qualification. Dans l'équipe il y a certains joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de bien se reposer. Parce que c'est vraiment court avec le voyage et avec le match qu'on a joué contre les Zamalek. Maintenant voilà, on a perdu le match mais maintenant on va surtout se concentrer sur la récupération et j'espère que ça ira. Sur les occasions, parce que comme vous avez vu, l'équipe adverse était venue pour ne pas jouer, ils ont fait bloc bas et nous savons tous que jouer avec une équipe qui fait bloc bas c'est tellement difficile. On a fait le jeu, on a fait des circuits de passe mais on n'a pas eu l'opportunité de marquer des buts. Je pense que c'était là-bas le problème. Maintenant, nous allons essayer de marquer des buts lors du match retour. Être beaucoup plus concentré et avoir la hargne
essayer d'arracher la qualification. Djibril Diallo Diop qui croit encore la qualification. Ça va se jouer le week-end prochain au Bénin, le match retour. Les Béninois donc qui réussissent le hold-up parfait face à une équipe de Génération Foot qui a montré des signes de fatigue. Je propose de suivre leur entraîneur qui veut donc attendre la manche retour avant le jubilé. Il s'appelle Bio Richard, il est au micro de Sora Thiam. On peut dire mission accomplie, mais il faut reconnaître qu'on a encore 90 minutes encore à faire à Cotonou. Face à une équipe comme celle de Génération Foot, quand vous venez prendre une victoire là, il faut dire que c'est mission accomplie. Parce qu'en face, on avait un adversaire de taille. Oui, c'est des consignes que je donnais à mes joueurs. Vous savez, on était face à un adversaire qu'on n'a jamais connu. Et puis, on a toujours parlé de Génération Foot. Puis, sur l'échiquier africain, quand on nous dit qu'on a en face l'équipe championne du Sénégal, ça veut dire que ça joue. Donc, il fallait mettre en place la stratégie qu'il faut pour contrer l'adversaire, surtout que c'est la première fois que nous jouons face à cette équipe. On était qualifiés depuis le V8, mais on s'apprêtait pour rencontrer une des deux équipes. Parce qu'on se disait que ce soit Génération Foot ou Zamalek du Caire, on avait une grosse équipe à rencontrer. Oui, le match retour, rien n'est encore gagné, on va se battre, on va toujours continuer par travailler parce que ce ne serait pas facile ici à côté de nous. Si on est venu battre Génération Foot à domicile, c'est possible qu'ils viennent aussi nous suivre là-bas. Donc il va falloir travailler. Mais aujourd'hui, nous connaissons l'équipe, nous savons comment elle joue. Nous allons prendre les dispositions pour le match retour. Prendre les dispositions pour le match retour prévu le week-end prochain au Bénin, Barthélémy. Et on termine avec cette bonne nouvelle, Idrissa Gana Gueye qui s'est remis de sa blessure. Oui, Idrissa Gana Gueye donc qui devrait figurer dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement prévu à Dijon vendredi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 française. Gana Gueye, blessé à la cuisse, a repris des entraînements cette semaine. On ne sait pas encore s'il sera titulaire ou pas, mais quand même c'est une bonne nouvelle, notamment pour l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare à affronter le Congo et Eswatini. La liste sera d'ailleurs publiée demain par